Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo-entretien portant sur la philosophie de la religion. Ceux qui ont suivi les vidéos, ont visionné les vidéos entretiens précédents, se rendent compte, réalisent qu'en fait, il est très peu question de religion dans ces entretiens. Donc, plusieurs se demandent est-ce que le titre est approprié, est adéquat pour qualifier le sujet de ces entretiens vidéo. Eh bien oui, ils le sont, si l'on se base, comme nous le faisons depuis le début, sur l'essai du philosophe américain La dernière superstition de Edward Feser, qui soutient que la religion, en fait que le débat entre science et religion est un faux débat, puisque il s'agit d'un débat, d'un litige opposant une métaphysique matérialiste à une métaphysique finaliste. Et que la science, en fait, n'est pas une religion, on s'entend là-dessus. Au contraire, Feser nous dit qu'il s'agit d'une contre-religion. Ou, si vous préférez plus précisément, c'est une contre-métaphysique opposée à la métaphysique finaliste, qui est issue principalement d'Aristote et continué ensuite, élaboré par la suite par le théologien du Haut Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, celui qu'on considère comme, que l'Église catholique considère comme son théologien par excellence. Donc, et si vous avez suivi aussi les vidéos précédentes, vous avez vu que nous nous sommes penchés à plusieurs moments, à plusieurs reprises, sur la fameuse notion de vérité, hein, qui est au cœur du débat métaphysique entre matérialiste et finaliste ou théologiste. En tout cas, je pense que vous aurez compris que avec tout ce que j'ai pu évoquer, parler jusqu'à maintenant, j'ai fait mentir cette horrible phrase qui est due à la plume de Stephen Hawking, celui qui est décédé il y a quelque temps, 1 an ou 2 ans, je me souviens plus exactement, qui était là professeur de physique à Cambridge. Donc, Hawking a écrit dans Y a-t-il un grand architecte dans l'univers, la traduction française de Great Design. Hein, il écrit dans la toute première page de son texte, de son livre, la philosophie est morte, faute d'avoir réussi à suivre le développement de la science moderne, en particulier de la physique. On n'a jamais rien écrit d'aussi pitoyable, misérable que cela. Hein. Il s'agit en fait, la philosophie réfléchit sur les fondements, sur les tenants et les aboutissants de la science moderne, en particulier la physique. Hein. Et pour ce faire, elle n'a pas à emprunter à la science elle-même. Hein. D'ailleurs, donc, comme je disais,
Jusqu'à maintenant, nous avons montré que, au contraire, la philosophie est on ne peut plus vivante aujourd'hui. Vivante parce qu'on cherche à tous les moyens, par tous les moyens, de la faire taire, de la bâillonner, de l'éliminer de la place publique. Hein? Et comme on le sait, hein, c'est la science qui est devenue, comment dire, qui a remplacé, d'une certaine manière, et qui a usurpé. D'ailleurs, le nom de science est d'abord celui qui appartenait, qui qualifiait la science des sciences, la science première, comme on l'appelait Aristote et Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la philosophie, la métaphysique. Mm. Donc la science a usurpé son nom de la métaphysique. Et aujourd'hui, ben, je pense qu'on voit très bien que elle s'en mord les doigts, hein, parce que on n'échappe pas à la métaphysique, comme on n'échappe pas à la vérité. Hein. Même ceux qui nient l'existence de la vérité, hein, y ont recours. Hein, parce qu'en disant que la vérité n'existe plus ou n'existe pas, eh bien, c'est là une vérité, selon ceux qui affirment que la vérité n'existe pas. Hein. Alors, c'est se tirer dans le pied. Hein. Donc, nier la philosophie, c'est faire de la philosophie, si vous passez l'expression. D'ailleurs, c'est un mot d'Aristote dans un texte, je crois, qui s'appelle la propédeutique, ou en tout cas un texte. Bref. Donc aujourd'hui, il nous faut revenir au cœur du débat, hein, et le cœur du débat entre métaphysique matérialiste et métaphysique finaliste, c'est la fameuse notion de vérité. Mm. Et j'aimerais là revenir à Hume, hein, et à son disciple plus tardif, Bertrand Russell, car tous les deux souscrivent, du moins en morale, en éthique, ce qu'on appelle le subjectivisme moral. Hein. Et j'aimerais vous lire un texte de Bertrand Russell tiré de Science et religion. Je ne donne pas bon, la date d'édition de la version originale anglaise. On donne seulement que la date de la version française, 1971. J'essaierai de trouver la date, je vous la dire dans une prochaine vidéo. Mais il y a ce passage donc tiré du chapitre Science et morale, le chapitre 9, où très clairement, comme il sait très bien le faire, Russell, c'est un des grands vulgarisateurs de la philosophie, et on doit à ce titre lui tirer bien bas notre chapeau. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Donc, chapitre 9 de Science et religion, dans l'édition des idées NRF 1971, publié, c'est à la page 175. Quand un homme dit « Ceci est bon en soi », il paraît affirmer un fait, tout comme s'il disait « Ceci est un carré » ou « Ceci est sucré ». Je pense que c'est là une erreur. Je pense qu'il veut dire en réalité
Je souhaite que tout le monde désire ceci. Ou plutôt, puisse tout le monde désirer ceci. Si l'on interprète ces paroles comme une affirmation, il s'agit seulement de l'affirmation de son désir personnel. Par contre, si on les interprète d'une façon plus générale, elles n'affirment rien, mais ne font qu'exprimer un désir. Le désir lui-même est personnel, mais son objet est universel. C'est à mon avis ce singulier enchevêtrement du particulier de l'universel qui a causé une telle confusion en matière de morale. Et plus loin, Russell écrit étant donné qu'on ne peut même pas imaginer un moyen de régler un différend sur une question de valeur, parce que c'est ce dont il s'agit, j'aime pas j'aime les homosexuels, je les déteste, point. Par exemple, nous sommes forcés de conclure qu'il s'agit d'une affaire de goût et non de vérité objective. Attendez, quelque chose. La théorie que je viens de présenter est une des formes de la doctrine dite de la subjectivité des valeurs. Cette doctrine consiste à soutenir que si deux personnes sont en désaccord sur une question de valeur, ce désaccord ne porte pas sur aucune espèce de vérité, mais n'est qu'une différence de goût. Bon, etc. Donc, c'est ça le subjectivisme moral auquel souscrit Russell, bien entendu, et comme son prédécesseur écossais, David Hume. Donc, il n'y a de vérité, selon Russell et David Hume, que des vérités factuelles, qui, elles, seraient parfaitement objectives. Donc, indépendantes de nos désirs, de nos souhaits, de nos préférences, de nos goûts. La Terre est plate, qu'on le veuille ou non, ça nous plaise ou non, c'est ainsi. Donc, pour reprendre nos définitions de la vérité de Thomas d'Aquin, Hume et Russell sont des partisans de la vérité, de l'unique type de vérité qui existe de façon légitime, c'est la vérité factuelle, c'est-à-dire qui correspond à un fait objectif et non pas subjectif. C'est ça que ça veut dire. Une vérité objective, c'est une vérité qui existe indépendamment de nous. On a vu dans la précédente vidéo qu'en tout cas chez Hume, c'est loin d'être acquis que les faits soient objectifs, puisque nous les constatons dans notre expérience. Et cette expérience-là pourrait être autre. Il n'y a jamais rien d'assuré. Ce n'est que l'accoutumance qui nous amène, l'habitude qui nous amène à constater que le soleil est lumineux.
Euh, tout ça repose sur la causalité. Hein, et on a vu que la causalité pour Jung n'existe pas dans la réalité. Hein. Ce n'est qu'une projection que nous faisons d'une cause et de son effet. Donc c'est la même chose, cela vaut pour un fait en tant qu'effet d'une cause. Hmm. Et je pense que la même... donc, le subjectivisme moral ou en moralité qui concerne les valeurs, hein, déteint, n'échappe pas euh, au, c'est-à-dire, la subjectivité, hein, ne porte pas seulement sur la valeur, mais aussi sur les faits. Je pense que on est conduit à cela chez Hume. Ça me semble clair et net, qu'on le veuille ou non, hein, que ça nous plaise ou non, c'est ainsi. Hein. Donc, et je suis, je dirais la même chose pour Russell, hein, parce que euh, Jung, tout comme Russell, affirme la nette distinction entre fait et valeur. Le fait est objectif, la valeur est subjective. Mais quand, quand, euh, quand Russell parle, définit c'est quoi l'universalité du désir, hein, il dit je souhaite que les hommes reconnaissent telle valeur. Quand je dis ceci est bon, pour moi, l'homosexualité, par exemple, c'est une question de goût. Bon. Et quand on dit l'homosexualité est bonne, ça veut dire je désire, je souhaite que tout le monde soit de mon avis, accepte. Hein? Et, et ça vaut pour toute valeur. Donc, or, la vérité est aussi une valeur. Donc, quand on affirme quelque chose de vrai, en fait, ce que nous dit Russell et aussi Jung, c'est que je souhaite que vous reconnaissiez cet état de choses, ce fait, comme étant vrai. Donc ça, ce n'est pas une vérité factuelle, là. C'est une vérité ontologique concernant l'être de la valeur et en particulier l'être de la vérité. Lorsqu'on dit, si on dit la valeur n'est qu'expression d'un désir, comme dit Jung, d'un feeling, hein, c'est la même chose pour la vérité. On dit la vérité n'est que l'expression d'un désir, hein, d'un feeling. Hein. Or là, on a affaire à la deuxième vérité, un deuxième type de définition, deuxième type de vérité selon Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la vérité ontologique. On ne se passe pas, donc on ne peut se passer de la vérité ontologique. Même si on veut limiter la vérité à la vérité factuelle. Hein. Mais notre discours là-dessus
hein, ou le discours de Hume et Russell et compagnie, hein, et ils sont très nombreux, eh bien, euh, ils se trompent, ils s'abusent, puisqu'en réalité, ils, ils œuvrent, ils élaborent, ils établissent, hein, une vérité ontologique concernant la vérité. Euh, je souhaiterais maintenant prolonger ce, ce que je viens de dire en parlant cette fois-ci je dirais, des continuateurs, des successeurs de Hume et de Russell. Je veux parler au sens où les continuateurs, les successeurs du subjectivisme, non seulement en morale, mais en épistémologie, de Hume et de Russell, qui sont les adeptes de la théorie du genre. Hein. Entre autres, de Judith Butler, Trouble dans le genre, qui était un classique, un classique du genrisme ou du féminisme, qui a été publié donc à New York en 1990 sous le titre Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. Alors, c'est traduit en français en 2005 aux éditions de la Découverte. Alors, bon, comme on sait, entre autres, Judith Butler, cette philosophe américaine, est une adepte de la philosophie du genre, genre qui doit être distingué comme deux choses radicales, logiquement distinctes, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le sexe, l'anatomie sexuelle des hommes et des femmes, hein, doit être cette question-là, ce domaine-là, doit être radicalement distingué du genre, hein, gender. Ici, il y a un passage fort éloquent de l'essai de Butler. Au fond, qu'est-ce que le sexe? Est-il naturel, anatomique, chromosomique ou hormonal? Et comment faire pour analyser du point de vue féministe les discours scientifiques qui entendent nous le prouver, fait à l'appui? Le sexe a-t-il une histoire? Est-ce que chacun des deux sexes a une ou des histoires différentes? Et y a-t-il une histoire de la manière dont la dualité du sexe fut établie? Une généalogie qui permette de démontrer que cette dualité est une construction variable dans le temps et l'espace? Question posée par l'auteur. Les faits prétendument naturels du sexe sont-ils produits à travers différents discours scientifiques qui servent d'autres intérêts politiques et sociaux? Si l'on mettait en cause le caractère immuable du sexe, on verrait peut-être que ce qu'on appelle sexe est une construction culturelle, toujours au même titre que le genre. En réalité, peut-être le sexe est-il toujours déjà du genre, et par conséquent, il n'y aurait plus vraiment de distinction entre les deux. Bon, cette hypothèse-là que pose ici Butler, hein, c'est sa thèse,
le but le propos de son livre, de son essai, Trouble dans le genre. Bien sûr, pour elle, il n'y a aucun doute qu'il ne faut absolument pas associer ou confondre sexe et genre. Hein? C'est-à-dire qu'on peut donc avoir un sexe anatomiquement et biologiquement déterminé, tout en ne s'identifiant pas à cette réalité anatomique et biologique. Hein. Donc, les faits ici n'existent plus. On n'a affaire qu'un construit culturel, social, auquel appartient ces notions-là, sexe et même genre. Donc ici, on n'a plus, contrairement à Hume et Russell, on n'a plus de faits objectifs. La seule objectivité, c'est la réalité sociale qui se modifie, qui change, où le vrai et le faux n'ont pas de stabilité, n'ont pas de permanence. On est dans une philosophie héraclitienne du devenir. Et Platon et Aristote de ce monde qui croient l'un aux idées, l'autre aux universaux, aux essences, on n'est plus là, mais plus du tout. Hein? Et c'est ça, en fait, la théorie du genre de Butler s'inscrit dans une philosophie, un mouvement philosophique plus vaste qu'on appelle postmodernisme. Au fond, on pourrait caractériser, décrire le postmodernisme comme le refus du seul type de vérité que les modernes adoptaient, c'est-à-dire la vérité factuelle, qui, on le sait maintenant, qui est rejetée par ailleurs, la vérité d'ordre ontologique. Enfin, c'est ce qu'il prétendait vouloir faire, malgré qu'il ne puisse pas, qu'il ne puisse pas se passer de la vérité ontologique. On ne peut pas, en d'autres termes, se passer. Et c'est la même chose pour Madame Butler et tous les adeptes du postmodernisme, dont un de ses grands représentants français, Michel Foucault, qui déclarait que la vérité, c'est de l'ordre du pouvoir. C'est le pouvoir. Donc, la vérité n'a de réalité que dans une société où s'exercent des jeux de pouvoir. Alors, qui dit vérité dit donc pouvoir. Je viens d'énoncer une vérité ontologique, mais du moins selon Foucault, Butler et tous les postmodernes de ce monde. Affirmer que la vérité, c'est le pouvoir, c'est énoncer la vérité de cette chose qu'est la vérité. Elle est
son essence, si vous me passez une expression que rejette totalement le postmodernisme, son essence, donc la vérité, c'est d'être de nature politique. Hein? Il n'y a pas de vérité, donc, euh, dans la réalité. Hein? On n'est donc pas dans un réalisme, on est dans un anti-réalisme et pur et dur en ce moment-là. Puisqu'on reconnaît que la vérité, que comme exercice du pouvoir, ce que ne voulait pas faire du tout Hume et Russell. Hein? Ils s'objecteraient bec et ongle contre l'antiréalisme du postmodernisme. Hein? Alors on va devoir donc revenir sur ces questions abyssales, hein, qui nous taraudent et ou par ailleurs, hein, il est bon de s'y, comme disait Wittgenstein dans la citation que je vous ai donnée euh, dans le précédent vidéo, quand on philosophe, hein, il faut descendre dans le chaos originel et s'y sentir confortable. Hein? Alors, à bientôt.